question. Veux-tu nous préciser qu'en fait, pour mettre à plat un capital expérientiel, notamment dans le cadre d'un bilan de compétences, même classique, il est bien utile d'utiliser, enfin, d'exploiter l'autobiographie raisonnée? J'ai envie de dire qu'à un moment clé de l'existence, où la personne n'a plus qu'elle-même comme ressource. Vous voyez ce que je veux dire? Quand à un moment donné, vous vous retrouvez, voilà, vous êtes sans emploi. Évidemment, tout le monde est compréhensif. Les 15 premiers jours, les 3 premiers mois. Et puis à un moment donné, il y a une légère pression qui s'opère, visant, évidemment, à inciter la personne en disant si tu ne trouves pas, c'est qu'il doit y avoir une raison. Donc, et on voit que la pression va souvent vers dans le sens d'écorner, ce qui fait sens pour la personne pour l'amener à se réadapter, vaille que vaille et coûte que coûte. Ce que je dis, c'est que dans ces moments-là, l'énergie, on la trouve en soi, et l'autobiographie raisonnée permet de se reconnecter avec tout ce capital qui nous a fait, qui nous traverse. C'est un fait d'expérience. Donc, ça veut dire que, déjà là, même si on ne trouve pas une réponse d'emblée, du moins la personne se retrouve dans une représentation et une image d'elle-même autre que si je la renvoie sans cesse à ses manques, à son incapacité de s'adapter à l'offre d'emploi, ou à ce qu'elle n'a pas réussi. De ce point de vue, on peut dire que l'autobiographie raisonnée, ça c'est un élément très important, réintroduit toutes les expériences comme étant des sources d'apprentissage. Du coup, il n'y a plus de bonnes ou de mauvaises expériences. Il y a des expériences douloureuses, mais peut-être que de le voir à plat et puis avec le recul, peut-être que je peux m'autoriser à dire que malgré tout, cette expérience-là m'a appris quelque chose. J'en ai des exemples. Donc vous voyez que on change un petit peu de cap, c'est-à-dire que on remobilise quelque chose, et dans un premier temps, en s'autorisant à ne pas l'utiliser ou à ne pas rentrer directement dans une logique utilitaire. Encore 2-3 questions. Oui. Laurette Pierret, je fais de l'accompagnement depuis longtemps et dans des secteurs, surtout dans l'action sociale, mais avec justement à travers des outils différents ou pour des raisons différentes. Et je voudrais confirmer ce qui vient de se dire, que pour avoir utilisé, bon, moi je ne vais pas aussi loin que l'autobiographie raisonnée parce que c'est un dispositif spécifique qui prend du temps, etc. Mais ce que j'appelle moi plus communément le récit de vie, j'ai de fait, au fur et à mesure de ma pratique, moi, utilisé ce récit de vie à chaque fois qu'il y a nécessité pour quelqu'un de se remettre en phase avec l'ensemble de sa vie professionnelle. Et il peut y avoir beaucoup de moments, un portefeuille de compétences, donc au contraire une dynamique très positive, mais aussi des moments un peu plus la personne est plus fragile parce qu'elle va quitter son poste alors que ce n'était pas le choix qu'elle faisait, ou etc. Et donc la validation des acquis, de l'expérience aussi bien que celle d'avant, la validation des compétences, le bilan de compétences, le coaching, sont des moments tout à fait favorables pour qu'une personne reprenne la mesure de ce qui fait qu'aujourd'hui, professionnellement, elle en est là. Et le récit de vie est un outil précieux pour ça, et d'autant plus précieux qu'il est valorisant toujours pour la personne, parce que même si à un moment donné la personne est en situation de fragilité, même pas forcément d'échec, on n'a jamais été, la vie n'est jamais un grand échec. Au contraire, la vie est pleine de choses très riches, très dynamiques, très vivantes, très positives. Et le récit de vie permet de
remettre tout ça à jour, hein, dans cette diversité et cette complexité. Voilà, donc c'était une envie de contribuer à dire que c'est vrai que c'est un outil vraiment passionnant et comment dire, et vraiment, j'insiste, valorisant pour les personnes. Donc, Merci. Nous vous remercions. Roland. Deux questions. Oui. Oui. Roland d'abord et puis après. Roland. Oui, Roland Collin. Christophe, j'ai envie de t'interroger sur la pertinence des réflexions que je peux faire à propos de ton exposé. Moi, ayant pratiqué longtemps, et dans de très nombreux cas, la méthode dont tu parles, ma première réflexion, c'est de dire il y a vraiment un nombre très considérable de cas de figure. Et donc, ça, c'est une approche, mais qui s'investit dans des cas de figure très différents. Au fond de ça, il y a, disons, des positions logiques. Et ces positions logiques, on peut effectivement les utiliser, les moduler. Il faut les moduler en fonction des besoins ou des demandes. Alors, en tirant les conséquences de ça, je dirais, premièrement, il y a toujours un événement fondateur. Il y a un événement fondateur qui fait que deux personnes, deux interlocuteurs sont mis en présence et il y a toujours une problématique latente, explicite, difficile à exprimer, mais qui va, disons, qui va surnager, qui va vivre avec toute la démarche qui va suivre. Donc cette démarche qui va suivre n'est pas une démarche gratuite au départ. C'est une démarche qui a comme objectif de résoudre des problèmes. Alors, il est clair que ces problèmes, la notion qu'on a de ces problèmes va évoluer. Et dans de très nombreux cas, on mesure que les problèmes initiaux sont dépassés par d'autres problèmes ou remplacés par d'autres problèmes. Et là, on avance souvent d'ailleurs très positivement. Mais au départ, il y a un contrat. Tu l'as dit tout à l'heure, Christophe, il y a une position contractuelle. Et ça m'apparaît très important parce que beaucoup des réflexions que j'ai entendues depuis tout à l'heure, disons, sont justiciables de ce qui est dit dans ce contrat. Le problème de la confiance, le problème de la sincérité. Et le fondement de cette position contractuelle, c'est un accord sur le recentrage sur le sujet. De faire en sorte qu'il n'y ait pas une sorte de modélisation exogène qui s'impose. On va faire on va normaliser la personne, ce qui est un cas très très fréquent. On ne va pas la normaliser, on va, disons, la mettre en possession des moyens d'affronter ces problèmes et d'y trouver des solutions en tenant compte de ces événements de vie et tout ça. Alors ça me paraît vraiment très important. Moi, j'ai appliqué cette approche dans vraiment beaucoup de cas qui différaient énormément les uns des autres, mais il y avait... disons quand même un fondement logique dans cette approche-là. Et quand je cherche les dimensions essentielles de ce fondement logique, c'est toujours le recentrage sur le sujet et sa prise de responsabilité, mais une prise de responsabilité qui s'accompagne d'une extension de compétences et d'une ouverture de champ. Deuxième chose, et je m'arrêterai là, parce qu'on pourrait en dire vraiment beaucoup, je voudrais insister sur... un phénomène ou des phénomènes que j'ai observés dans de très nombreux cas en pratiquant cette méthode, que je pourrais appeler les effets en cascade. Qui a vécu, expérimenté dans son propre champ, disons, des démarches de cet ordre, se trouve armé pour ensuite les communiquer à d'autres, ou les utiliser dans un contexte, disons, qui va permettre une certaine transformation des problématiques partagées avec d'autres. Et alors là c'est important parce qu'on parlait d'entreprise tout à l'heure. Très souvent j'ai vu le cas où la commande initiale, dans les commandes initiales, c'était ou bien l'entreprise envoie, disons, des gens de chez elle se former, avec l'idée que ça va permettre de résoudre tel problème que l'entreprise a bien identifié. Ça c'est un cas tout à fait classique. Mais l'entreprise, au départ, n'a pas une vision très très claire, ou les commanditaires de l'entreprise n'ont pas une vision très très claire de ce qui va se passer. Ça donne d'ailleurs lieu parfois à des surprises, parce que dans certains cas,
les personnes qui sont envoyées commis en formation de cet ordre, eh bien, vont prendre un chemin tout à fait différent et quelquefois même se séparer de l'entreprise qui les envoie au départ. Bon, mais on peut dire que dans ce cas-là, probablement, c'est un bénéfice, certainement pour la personne, et peut-être aussi que l'entreprise avait une commande de formation qui n'était pas tout à fait correcte, ou en tout cas qui n'était pas suffisamment humanisée, suffisamment riche. Mais dans de très nombreux cas, donc, on voit cette problématique-là appropriée par le sujet et répercutée, parce que dans tout acteur d'entreprise ou d'ailleurs, il y a finalement un formateur en puissance. Il y a des effets de formation dans toute relation professionnelle. Formation en donner et en recevoir. Et ça, je crois que l'avantage de cette approche-là, c'est précisément d'appréhender ce rôle et de faire qu'on puisse le positiver, en donner et en recevoir dans les séquences ultérieures du parcours. Bon, je m'arrête là parce qu'on pourrait en dire encore vraiment beaucoup. Alors pour respecter les horaires et surtout permettre la convivialité ensuite par impôt, sachant qu'on doit libérer à 21h30, même si on prend 10 minutes de plus, on va prendre 2 questions. Là, on va dire on s'arrête après 2 questions. Madame qui n'a pas pris la parole. Agnès Réal, ancienne étudiante de Christophe Andorra. Agnès. Actuellement, on est... Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Pour Merci. que la voix porte davantage. Voilà. Je suis responsable de projet dans une association sur un quartier politique de la ville dans le 11e et on accompagne des femmes vers l'emploi, entre autres dans le cadre de la démarche autobiographique. Moi, la question que j'avais, c'est parce que ça rejoint aussi d'autres démarches, comme la démarche portfolio dans le cadre de la valorisation des trajectoires migratoires, etc. Peut-être très naïvement, je m'imagine que là on parle effectivement d'accompagnement d'individus, mais qu'est-ce qu'il en est avec des entreprises et si on accompagne des personnes à un capital expérientiel et faire que tout ce qu'on a pu vivre dans une vie est riche d'expérience et peut être apporté à d'autres, est-ce que le deuxième pas ne serait pas de dire ces nouvelles compétences ou ces compétences qui ne sont pas en tous les cas formelles dans l'entreprise ou dans des formes de management ou de formes de fiches de poste ne pourraient pas être générateurs de nouveaux emplois? Je n'ai pas la réponse. Est-ce que ça ne serait pas aussi en cohérence avec ces démarches-là? On va prendre l'autre question, puis je te répondrai à minima après. Monsieur. Bonsoir, monsieur Misteroni. Je suis consultant informatique. Je suis coordinateur d'un jeune réseau constitué d'entreprises et d'associations dans le cadre d'une synergie des expertises et en s'appuyant également sur la solidarité mentale. Pour tout ce qui concerne les minorités, donc les femmes, les afro-descendants, les seniors également. Ma question est la suivante. Est-ce que la mise en place de votre démarche ne débouche pas sur la remise en cause de ce qui apparaît de plus en plus comme une forme de destruction de la société? Je m'explique brièvement. Oui. Aujourd'hui, dans l'entreprise, quand on a 45 ans, on a tendance à pas pousser dehors. Et en plus, on essaie systématiquement d'individualiser tout ce qui est rémunération, tout ce qui est prime et produit, alors qu'on se rend bien compte que, avant tout, le travail est social. On ne peut rien construire si on est mis seul au milieu d'animaux dans la forêt. D'où ma question, est-ce que lorsqu'on pousse un peu plus dans cette démarche, est-ce qu'elle n'amène pas plutôt à une réappropriation par l'ensemble de la société de ce qu'est tout simplement la production? Merci. Et une question à droite. Alors, je m'appelle Nordin Skiker, je suis chargé de mission jeunesse à Aubervilliers. Alors, moi, je suis très content que vous ayez parlé du contrat, parce qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées, et qu'il fallait revenir sur un peu comment contractualiser avec le sujet, pour se dire, eh ben, tiens, sur quel terrain on accompagne l'accompagné. Et en même temps,
vous avez parlé de quelque chose aussi qui m'interpelle, c'est que lorsqu'on accompagne par la recherche-action et on utilise l'outil de l'autobiographie raisonnée, les cas sont complètement différents. Moi, par exemple, il y a certains jeunes avec lesquels j'ai commencé à faire tout un travail sur l'autobiographie raisonnée, et pour moi, et là où je me trouve, en tout cas dans mes missions à moi, c'est que c'est la première fois où ces jeunes-là, on leur a donné un espace pour leur permettre d'écrire, pour dire, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de dire. Et c'est super intéressant pour ces jeunes-là de toucher pour la première fois, par leur parcours personnel, de devenir auteur presque. Ça veut dire de prendre de la distance et d'objectiver quelque chose qui peut-être les a piégés pendant longtemps, qui les a bloqués. Aussi quelque chose, moi, qui m'intéresse sur l'autobiographie raisonnée, je suis un peu désolé parce que moi, depuis que j'ai découvert cet outil, je n'ai jamais vu l'utilisation de cet outil-là pour un objectif d'insertion professionnelle ou de travail ou lucratif. Ou voilà. Moi, j'ai toujours, pour moi, c'est l'autobiographie raisonnée, c'est le parcours de vie. Et dans le parcours de vie, il y a le parcours de vie professionnel. Ça veut dire qu'il est inclus dans le parcours de vie. Parce que ce qui est intéressant pour moi dans l'autobiographie raisonnée, c'est aussi tout ce travail de parcours personnel et de sa valorisation. Et aussi, quelque chose que j'ai envie juste de partager, et j'ai envie aussi de la vérifier parce que je travaille dessus, j'ai l'impression que c'est un outil très intéressant lorsqu'on travaille dans le cas où il y a problème chez le sujet. C'est un outil qui peut permettre même, lorsqu'on est vigilant dans l'accompagnement, de développer chez... Alors il y a le maïotisme d'un côté, et chez le sujet, il y a le phénomène de résilience qui peut se développer aussi. Et ça, c'est très intéressant pour moi, j'ai pu le vérifier, je veux savoir juste si c'est validé par monsieur Christophe Waserneuf. Voilà, par le maire. Merci. Il en perd son stylo. J'étais prêt à signer le papier, mais bon... Christophe, si tu veux bien répondre au bloc et conclure. Voilà, je suis d'accord, merci. Je vais pas dire. Pour Agnès et pour monsieur, c'est vrai que je pense que de toute façon, c'est une vision du monde et des rapports sociaux différents. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'autre, c'est mon alter ego. Voilà. L'autre, je ne suis ni au-dessus, ni à côté. Voilà, l'autre, je veux dire, nous sommes à ce moment-là des alter ego, quelle que soit sa position sociale et quelle que soit la mienne. Ça veut dire que sa richesse est équivalente, la richesse de son parcours, sa capacité de se repérer dans le monde, sa capacité à un moment donné à avoir développé des stratégies, créativité, quel que soit le domaine, font que la richesse de son parcours équivaut à la richesse potentielle du mien. Donc ça veut dire qu'on rentre dans des rapports sociaux de reconnaissance mutuelle, aussi des rapports authentiques. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de s'afficher peut-être plutôt sous telle ou telle figure qu'on pense plus intéressante. Donc je pense que vos remarques sont d'autant plus intéressantes que ça débouche, alors pour le coup, sur des réflexions beaucoup plus larges sur c'est quoi la société et quels sont les environnements sociaux qu'on se donne à vivre. Donc ça, c'est une vraie question. Là, par contre, on n'a plus le temps. Alors, on sera obligé de maintenant pour te répondre, vous voyez, sur la dimension de la résilience, je dirais que je n'ai pas suffisamment d'éléments pour te dire ça génère de la résilience. Je dis simplement que sur un plan dynamique et énergétique, oui, ça génère l'envie d'un sujet de reprendre, encore une fois en main, quelque chose qui est la maîtrise et puis le gouvernail de son propre devenir. Donc je trouve que forcément, quelque part, là, il y a quelque chose de l'ordre de la résilience. Christophe, Voilà. tu dois annoncer le bouquin. Je te remercie, Christophe. Justement, je sais que tu vas bientôt regrouper un petit peu toutes ces idées que tu as développées ce soir dans un ouvrage qui va paraître, si je crois bien, aux éditions L'Harmattan, Enquête d'une intelligence de l'agir. Voilà.
est-ce que tu peux En dire deux deux mots, en avant-première ici à nos invités ce soir? Alors, en deux mots, donc, depuis 27 ans à Paris 3, donc il y a tout un courant de formation d'adultes qui s'est développé autour de la recherche-action, dont l'autobiographie raisonnée constitue la première étape. Il se trouve qu'en 2002, un master s'est ouvert à Paris 3, un master qui s'appelle DEPRA, Développement des pratiques professionnelles et sociales par la recherche-action, où on forme des consultants à l'accompagnement d'individus, donc coaching, et de groupes, accompagnement collectif, des ateliers collectifs de recherche-action, donc dans l'accompagnement du changement. Et donc, l'idée de ce livre a été de regrouper cette expérience, je disais tout à l'heure à Thierry, qui est une expérience d'autant plus peut-être intéressante dans l'histoire de la recherche-action, et puis par rapport à l'héritage de Desroches, c'est que la recherche-action de Desroches, même ici, Jean-François Drapé, ici au CEST, au CNAM, c'est dans des cursus universitaires. À Paris 3, je dirais l'enjeu, ça a été de se dire comment on peut appliquer ces outils par rapport à des démarches d'intervention qui sont celles de coach, qui sont celles de formateurs, et qui n'ont pas 3 ans ou 4 ans pour faire une recherche-action et mener un diplôme, mais qui ont 6, 7, 8 rencontres avec des groupes ou des acteurs. En quoi, eh bien, est-ce qu'on peut appliquer ces mêmes démarches et ces mêmes outils, et je dirais pour le profit évidemment des sujets. Donc voilà, ce livre en quête d'une intelligence de l'agir, se former et transformer ses pratiques par la recherche-action, ça paraît mi-avril aux éditions L'Harmattan, deux co-éditeurs, Pierre-Marie Meignet qui dirige le master à Paris 3 et moi-même. C'est quel master, excusez-moi, vous pouvez redire le Oui, je vais le préciser, il s'appelle DEPRA.